Nous sommes un groupe de recherche. C'est ça notre nature, c'est d'être un groupe de recherche. Nous faisons une recherche. Et là, nous rejoignons le travail de Jacques Nassif. Le but, c'est de désembourber la psychanalyse des ornières où elle est plantée pour l'instant par du temps. Alors, j'ai posé comme un axiome celui du complexe de Caïn, qui est universel et qui est indestructible. Il se métamorphose, il se déplace, mais il est indestructible. Et nous sommes arrivés l'année dernière à cette conclusion. Il faut poser les conclusions parce qu'elles amènent à ce moment-là les rebondissements. À cette conclusion que la gestion, puisqu'on ne peut pas la supprimer comme le complexe d'Oedipe, la gestion du complexe de Caïn, c'est la politique. La politique, la pensée politique, et on ne cesse d'inventer des systèmes politiques pour essayer de gérer cet antagonisme essentiel. Ces systèmes ne marchent pas, alors on en invente d'autres, on les améliore, etc. Et l'année dernière, déjà, depuis le début de cette année, nous avons inscrit à notre programme, concernant ce fameux complexe, le côté féminin du complexe de Caïn. Le complexe de Caïn, tout universel qu'il soit, présente bien souvent des particularités du côté du genre féminin, du côté de l'atténuation et du côté de surmonter ce conflit. Et donc, au début d'année, généralement, on fait une réunion de bureau, on se dit qu'est-ce qu'on va faire cette année. Et moi, je suis partisan, de mon expérience d'analyste, j'ai une totale confiance dans ce qu'on appelle l'inconscient. J'y crois. J'en suis même sûr. Et donc, toute ma stratégie, c'est de mettre la bride sur le cou de cette affaire. Et de laisser venir et d'accueillir ce qui vient. Et donc, l'invitation de Jacques Nassif, comme celle de C.M. Keller, s'inscrit totalement dans le programme que nous avons élaboré, sans l'avoir voulu. C'est venu comme bague au doigt. Le féminin, qu'est-ce qui devient dans ces réflexions sur la question du lien social, voilà. Et donc, le hasard a voulu que je sois invité pour la première fois de ma carrière caïnique par le cartel des constituants qu'anime Jacques Nassif. J'y suis allé, et là nous avons fait une belle rencontre, je crois, aussi bien avec lui qu'avec cette dame tunisienne. Nous sommes des Tunisiens et des Libanais d'origine. On a des atomes crochus, nous, les Tunisiens et les Libanais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand j'étais enfant, on disait Bourguiba voulait que la Tunisie soit le Liban du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Heureusement que le programme n'a pas été complètement respecté. Comment ? Je disais, il y avait un lien avec la Phénicie. Des Phéniciens. Oui, c'est ça, on est des Phéniciens, oui, puisque Carthage a été fondé par des Phéniciens. Et je crois que c'est pas un vain mot, ça circule quelque part. Oui. Voilà. J'ai fini ma petite introduction et je te passe la parole. Voilà. Tu es avec des amis. Je me retrouve dans un climat que je connais bien parce que je sais que tu es un outsider. C'est ça. Que tu ne fais pas partie, bien que analysé par Lacan et tout ça, tu ne fais pas partie des gens qui parlent au nom de la psychanalyse aujourd'hui. On ne t'écoute qu'en ton nom. D'ailleurs, tu y vas, l'Institut Gérard Haddad, ça ne dit pas qu'il y a des psychanalystes dans la salle, n'est-ce pas ? Ce qui est très bien. C'est-à-dire, tu es l'analysant, oui. Tu n'es pas le psychanalyste, ce qui me convient. Je ne suis pas un outsider, je suis un périphérique. C'est le titre d'un livre argentin. Il y a 2 analystes argentins qui m'ont consacré un livre qui s'appelle Haddad, le périphérique de la psychanalyse. Ah, oui. Je suis un périphérique. J'aime beaucoup ce mot, périphérique. Il est traduit en français d'ailleurs. Et
plutôt qu'outsider. En tous les cas, moi, je me dis outsider. Voilà, un périphérique et un outsider. Voilà pourquoi j'ai l'impression d'être en terrain connu et je me sens accueilli. Enfin, ça pourra se vérifier d'après ce que je vais dire ou d'après ce que dit ce livre dont je dois parler, qui est un livre, c'est pas seulement une publication, c'est-à-dire que il ne peut pas se réduire à ses contenus. Je vais bien sûr en parler de ces contenus, mais si vous l'ouvrez, vous allez pouvoir constater que je dirais que c'est une écriture fragmentaire, donc qui s'interrompt, qui lance des choses et puis qui sont reprises, mais d'une façon un peu aléatoire. Comment je l'ai écrit? Comme un puzzle. J'ai rajouté à la fin l'introduction et la conclusion, parce que j'ai rencontré un livre de Marguerite Duras qui m'a paru, qui s'appelle La vie matérielle d'ailleurs, qui n'est pas donc un livre de fiction, mais qui m'a paru donner la parole aux femmes d'une façon tout à fait incisive et remettant en question le discours analytique, justement. Mais donc, ce n'est pas un livre systématique et résumable. Vous verrez, c'est un parcours, c'est un livre intempestif, donc actuel. Je pense d'une actualité même brûlante, puisque ce dont il traite, c'est d'une double impasse. En tous les cas, une impasse est pas seulement concomitante, mais peut-être impliquée par l'autre, qui est l'impasse du couple amoureux. Il est de plus en plus difficile de se mettre en couple, de faire des couples qui tiennent. Il y a 50% de divorces quand les gens se marient. Enfin, c'est une époque difficile pour les couples. Et c'est une époque aussi où la psychanalyse peut être vécue comme étant en déclin. C'est-à-dire qu'il y a une impasse du discours psychanalytique. À quoi est-elle due? Je vais vous lire une citation qu'il y a dans ce livre. La psychanalyse a tendance à virer aujourd'hui en une panacée de psychothérapie et a tout fait pour se rendre utile dans un monde qui prétend qu'il n'y a plus rien d'impossible. Le paradoxe veut qu'il soit devenu spécialement indécent de prétendre qu'elle peut encore donc s'appliquer à des situations précisément marquées du sceau de l'impossible. Parce que les pannes du désir, on a des solutions, mais un déficit de l'amour, c'est de l'impossible à résoudre, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, c'est ce qui se présente lorsque quelqu'un demande une analyse. La psychanalyse jusqu'à présent
devait son succès à ses promesses adaptatives, eh bien, ça ne marche plus, ce n'est plus assez efficace, ce n'est pas assez rapide, etc., etc. Vous connaissez tous ces arguments. Mais aussi, ce n'est pas seulement dû à la psychanalyse elle-même, mais à la civilisation dans laquelle nous vivons et au malaise très particulier de notre civilisation, qui considère qu'il n'y a plus rien d'impossible. Dans le monde de la science et de la technique, soutenu par la logique extractiviste, grâce à laquelle l'accumulation de capital ne connaît pas de cesse, eh bien, la prise de pouvoir qui se fait sur les sujets, découpés, morcelés en fragments à jouir, et le nouveau malaise dans la civilisation qui est spécialement réfractaire à une cure par la parole, à une aventure de parole comme celle de la psychanalyse. Alors, pourquoi cette impasse du discours de la psychanalyse ? Selon moi, et c'est en cela qu'une impasse en appelle une autre, c'est parce que la psychanalyse s'est jusqu'à présent ancrée dans un couple qui était celui de l'enfant avec sa mère, alors que ce qui est à l'horizon, c'est un autre couple qui devrait être, selon moi, un couple que l'amour a formé, et c'est véritablement une sorte de nouveau renversement copernicien que la psychanalyse devrait accomplir, selon moi. Pourquoi ? Parce que le fait de tout ramener à la sexualité infantile et au complexe d'Oedipe, c'est faire des psychanalystes des herméneutes qui savent déjà pourquoi ça ne marche pas dans les couples, et donc ça les empêche d'écouter ce qui passe entre un homme et une femme. J'oppose ce qui passe à ce qui se passe, qui est ce que l'enfant veut savoir dans la scène primitive. Effectivement, il voudrait bien observer comment ça se passe, mais en fait, ça lui apporte peut-être une réponse pour ce qui est de la structure de son désir, qui résulte être un désir ou incestueux ou pervers, mais ça n'ouvre pas des perspectives quand il doit lui-même rencontrer l'autre sexe. Alors, ce livre est un peu une narration avec un narrateur. Je me mets à côté de ces dames des Roches Noires du livre de Marguerite Duras qui ont des conversations sur le point sans retour où seraient parvenues les femmes qui ne veulent plus de ça, c'est-à-dire qui ne veulent plus
on peut vraiment dire qu'il y a du nouveau. Peut-être que vous l'avez lu dans l'annonce que j'ai envoyée pour cette conférence. Je pense que la révolution qui a voté la mort du roi et donc la fin de l'inégalité en fonction de la naissance, eh bien, il y a un événement symbolique aussi important qui est la fin de l'inégalité entre les sexes et qui est proclamée. Ça ne veut pas dire qu'elle est pour demain, mais tout ce qui se dit ou se prépare ou s'envisage doit tenir compte aujourd'hui du fait que les femmes peuvent absolument occuper toutes les places qui étaient réservées aux hommes. Même l'armée, la police, enfin, les métiers de la force sont de moins en moins réservés à des hommes, sauf au tout bas de l'échelle, mais même les éboueurs peuvent, étant donné les machines que nous avons, il y a des femmes qui peuvent occuper cette place, qui peuvent balayer dans les rues, enfin, tous les métiers sont réclamés par les femmes aujourd'hui. Donc, et finalement, c'est quoi la fatigue? C'est le nombre d'heures passées derrière un écran à rentrer des données. Et pour ça, je dois dire que c'est exactement la même chose qu'on soit homme ou femme, et les ordinateurs ignorent la différence des sexes de toutes les façons. Alors, c'est néanmoins un voyage donc avec un narrateur qui vous raconte où il en est de ces questions, mais ce narrateur, votre serviteur, voyage à travers des textes, et le territoire qu'il parcourt, c'est essentiellement, donc avec Marguerite Duras, au début et à la fin, Georges Bataille et Heinrich von Kleist, l'un épaulant l'autre. Le cœur de l'ouvrage, en effet, c'est l'expérience intérieure de Bataille qui introduit un blanc entre le retour de Pentésilée et la recherche du féminin perdu, qui sont comme, enfin il y a un titre et un sous-titre, un titre qui n'est peut-être pas suffisamment explicite puisque on ne sait pas nécessairement qui est Pentésilée. C'est la reine des Amazones et c'est l'amoureuse d'Achille qui va jusqu'à le tuer parce qu'elle l'aime. Et donc c'est en effet une tragédie, mais il y a aussi une comédie dans ce livre, une comédie qui pourrait virer au tragique. Molière en a fait une comédie
qui s'appelle Amphitryon, mais l'Amphitryon de Kleist est autrement plus grave dans la mesure où précisément il vient après la mort du roi. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la pièce de Kleist, Hermès prend l'initiative. Vous savez, l'histoire d'Amphitryon, c'est Amphitryon revient de guerre, il a eu une victoire sur l'homme, le roi qui avait tué les frères de sa femme Alcmène, et donc il va enfin obtenir l'amour de sa femme, en deuil de ses frères, et il annonce son retour avec son serviteur et un cadeau. Son serviteur s'appelle Sosie, et vous allez savoir pourquoi. Et le cadeau, c'est un diadème, le diadème du roi Pérélas, Ptérélas, qu'il a oxy. Et dans la pièce de Plaute, parce que c'est la première pièce de Plaute et ce qui lance la comédie, il y a le quiproquo, puisque Sosie, qui est une invention de Plaute, c'est Hermès, le serviteur de Jupiter. Le serviteur de Jupiter se déguise en Sosie, le serviteur de Amphitryon. Et Jupiter, qui jusqu'à présent, quand il en pinçait pour une mortelle, n'avait pas besoin d'y aller par quatre chemins, c'était un taureau pour Europe, une pluie d'or pour Danaé, etc. Enfin, il y en a quatre comme ça. Il y a Léda, le cygne. Eh bien, là, il se déguise en Amphitryon, c'est-à-dire qu'il est copie conforme au mari. Et donc, c'est une pièce sur le double, sauf que le double est mis à mal chez Kleist par l'instance de la lettre. Instance de la lettre qui est provoquée par la mort du roi. Pourquoi ? Parce que le nom est inscrit sur le diadème. C'est-à-dire que Kleist fait que le diadème soit affublé d'un J au lieu du A d'Amphitryon, le J de Jupiter. Je ne sais pas comment il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de pâté en passant d'un A à un J, mais enfin, et quand Alcmène montre à Amphitryon son diadème qu'elle a donc déjà reçu, puisque toute la pièce tourne autour du fait que lorsque Sosie ouvre le coffret scellé pour offrir le diadème à Alcmène, eh bien, le coffret est vide. Et le cadeau a été précédé par Hermès, qui a donc offert à Alcmène ce fameux diadème. Mais Alcmène ne s'aperçoit pas, justement, qu'il y a un changement de lettre. Et cette lettre la dénonce, comme ayant couché avec un autre qu'avec Amphitryon. Voilà la bévue de
la bévue d'Hermès. Et c'est notre bévue, c'est nous, Hermès, qui devons assumer ce genre de différence que le nom introduit, puisque on n'est plus quelqu'un sinon à travers le nom du Père, depuis la mort du roi. Voilà autour de quoi, comme vous voyez, tourne cet ouvrage. Mais me direz-vous, que vient faire Bataille dans tout ça? Eh bien, Bataille, ce n'est pas seulement son expérience intérieure qui est centrale, c'est mon hypothèse, parce que contrairement à la vulgate ou au vent qui ont été répandus dans le milieu que tu connais, Bataille est resté l'ami de Lacan toute sa vie et jusqu'à la fin. Il a été invité à Guitrancourt 6 mois avant sa mort, aux grandes dames d'ailleurs de ces dames, mais qui étaient un peu sourcilleuses. Bataille, c'est le fantôme de Lacan. Lacan ne le cite jamais et toute son œuvre est imprégnée de Bataille. Chacun le dit aujourd'hui et le constate. Et alors, moi je vais jusqu'à penser qu'ils ont passé un pacte tacite, comme ça, entre eux. Je ne te citerai pas, mais ton œuvre servira à quelque chose, ne sera pas uniquement celle d'un penseur, d'un philosophe, qui ne sert à rien, si ce n'est aux étudiants de philosophie ou aux lecteurs de philosophie. Elle aura une application immédiate dans toutes les cures que j'entreprendrai. Mais de ton côté, tu renonceras à dire quoi que ce soit sur la psychanalyse et ma politique de la psychanalyse. Effectivement, le directeur de la revue Critique n'a jamais parlé de la psychanalyse dans tous les premiers numéros de Critique. Il n'y a pas une recension d'un livre de psychanalyse, alors que malgré tout, ça faisait partie de la culture dans les années 50 et 60 déjà. Et Critique, c'est la revue, s'il en est une, qui rend compte de l'actualité culturelle. Or, la psychanalyse faisait amplement partie de la culture, mais pas pour Bataille. Enfin, Bataille est quelqu'un qui s'est abstenu, ce qui est une chance pour nous, d'employer aucun des mots de Freud et encore moins de Lacan, n'est-ce pas? Alors que, encore une fois, sa pensée imprègne la pensée de Lacan. Alors, c'est tout à fait important et intéressant. Je peux dire sur un petit point. Oui. Tu m'évoques un souvenir, tu sais que nous passions tu sais peut-être pas, nous passions des heures dans la salle d'attente de Lacan. Oui. Et dans cette salle d'attente, j'ai lu un entretien, qui devait être une émission radiophonique, de Bataille. Oui. Dans lequel l'intervieweur lui disait, évidemment, la psychanalyse, heureusement vous n'avez pas fait, parce que sinon ça aurait détruit votre génie. Je ne me rappelle plus très bien des mots. Et il le contredit. Il dit, mais vous avez tort,
J'ai fait une analyse. Adrien Borel a été l'analyste de Georges Bataille, À Genève. de Raymond Queneau Ah, voilà. et, last but not least, de Léris. C'est-à-dire, ce n'était pas n'importe qui. On a oublié son nom. On a oublié son nom, alors que c'est quelqu'un d'éminent et d'intéressant, et qui savait ce qu'il faisait, et Bataille lui doit il a dit ça, il dit, sans ça, j'aurais jamais écrit. Mais absolument. Donc voilà, mais on ne lui reconnaît absolument pas le fait qu'il c'est un analysant et qu'il est resté un analysant, selon moi. En tous les cas, le livre, l'expérience intérieure le montre tant et plus. Et en plus, il nous offre la reprise des termes de Bataille à partir de la lecture en surplomb que je propose de ces textes, à partir de la pratique des analysants, font qu'il fait des trouvailles cliniques, comme je vais essayer de vous le montrer, et qui sont d'une actualité qui permet de relancer la psychanalyse aujourd'hui. En tous les cas, c'est ma thèse, la thèse qu'il y a dans ce livre. Alors, les psychanalystes enferment Bataille dans les maisons closes. On sait qu'il allait tout le temps voir des putes, et il y a ce fameux texte Madame Edwarda, mais il n'y a pas que Madame Edwarda, il y a bien sûr l'histoire de l'œil que tout le monde a lu, il y a le mort, il y a ma mère pour finir, il y va carrément, hein, mais il ne signe pas ces textes. Et mon hypothèse, c'est que il ne signe pas des textes qui sont des textes de l'analysant. Alors les psychanalystes s'offusquent, alors qu'ils provoquent et proposent à leurs analysants d'y aller carrément et de parler de leur vie sexuelle aussi ouvertement que Bataille a pu le faire dans ses récits qui sont des récits parodiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe, M. Vartel, qui est professeur à Marseille et qui sait de quoi il parle. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Histoire de l'œil n'est pas seulement une parodie de psychanalyse, puisqu'il y a à la fin une interprétation en bonne et due forme, validé par Adrien Borel, une sorte de dialogue sur pourquoi ce texte et qu'est-ce qu'il signifie pour Bataille dans sa vie. Donc, il y a une lecture approfondie dans mon livre de deux textes de Bataille qui ne sont justement pas des textes de cet ordre, parodiques d'une pratique d'analysant qui parle de sa vie sexuelle ouvertement, mais des textes sur l'amour. L'un s'appelle l'Alléluia, il est à la fin, c'est le texte qui conclut la somme athéologique, et l'autre s'appelle l'amour d'un corps mortel. Et ce sont des textes sur l'amour qui sont tout à fait passionnants et qui peuvent justement apporter, nous dire ce qui passe entre un homme et une femme, ou un homme et un homme d'ailleurs. L'amour n'a plus à être comme
comme ça, nécessairement... enfin, nous ne faisons plus des homosexuels des gens qui doivent souffrir des traitements sous peine d'être incarcérés, comme c'était le cas jusque il y a tout à fait récemment, parce que c'était une maladie plus que honteuse, alors que rien ne dit pourquoi. Enfin, certes, l'amour de la mère est voyant chez les homosexuels, mais au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de perversion ou de perversité, comme on parlait autrefois dans le discours de la psychanalyse, de l'amour homosexuel. Et encore moins, on peut se permettre de le faire avec des femmes, justement. Alors, il y a deux fils rouges, donc, dans ce livre. Un premier qui est celui de ces textes de bataille sur l'amour, et l'autre, celui de ces pièces de Kleist, l'Amphitryon, dont je vous ai un peu parlé, et Penthésile. Penthésile qui pousse jusqu'au bout le mythe d'une société sans père, puisque le mythe des Amazones veut qu'elles capturent des géniteurs avec lesquels elles convolent pendant 2 mois et qu'elles renvoient pour la fête des fleurs après les avoir fait prisonniers sur le champ de bataille et les avoir dominés au combat. Donc voilà la guerre des sexes concrétisée dans un mythe qui existait et que Kleist reprend et insère dans sa pièce pour expliquer l'impossibilité de cette rencontre entre Achille, dont Penthésile tombe amoureuse, et en plus transgressant la loi des Amazones qui est de ne pas choisir leur homme, sinon de le conquérir au combat. Et c'est celui qu'elles font prisonnier qui doit devenir leur amant. Or la mère de Penthésile, sur son lit de mort, lui désigne Achille comme étant l'homme dont elle serait digne. Donc c'est une histoire de transgression depuis le début, tant par la mère que par la fille, d'un mythe, enfin des lois instaurées par le mythe sur lequel vit un lien social établi, enfin mythique, mais existant. Et donc, dans cette pièce, Achille tombe tellement amoureux de Penthésile qu'il veut la retrouver, et pour la retrouver, il lui propose un combat singulier en se disant: j'y vais sans armes, sans bouclier ni rien, et je me constitue prisonnier de Penthésile. Mais Penthésile y va, elle, avec une meute de chiens et ses éléphants, tellement elle a peur
d'être dominée par Achille. Et en fait, elle a tout à fait raison, puisque Achille a une peau que ne peut transpercer aucune flèche. Hein. Donc c'est le malentendu entre les couples au carré, au cube, autant que vous voudrez. Et la rencontre, effectivement, se termine avec une femme qui, pour désirer, déchire de ses dents le corps de son amant. Désirer, déchirer, c'est la même chose. Finit-elle par dire. À propos de se déchirer, précisément dans l'Alléluia, qui est le texte de Bataille que j'analyse dans le tout début du livre, Bataille dit qu'une rencontre, c'est un déchirement. C'est-à-dire que ce terme qu'il nous offre me paraît être le mot qui convient pour parler de la castration. La castration étant un mot mal entendu, puisqu'une castration c'est irréversible, alors que la castration en psychanalyse ça n'a rien d'irréversible, et puis que la castration aujourd'hui c'est ce que pratiquent des médecins pour montrer qu'ils savent encore mieux écouter le désir que ne le font les psychanalystes, en offrant des hormones et un bistouri pour permettre à certains sujets de changer de sexe. Ce qui est acceptable si ce ne sont pas des enfants ou des adolescents, bien sûr, qui, à travers cette demande, en général, veulent dire autre chose. Et c'est devenu un business à dénoncer, donc. Mais étant donné que ce genre de castration est devenu courant, je crois que c'est un terme qu'il vaut mieux éviter. En revanche, dire qu'une rencontre, c'est la rencontre de la perte de son moi, qui est quelque chose de déchirant, c'est la rencontre d'une autre jouissance qui déchire les hommes qui en restent à la jouissance phallique, c'est le déchirement de la rupture éventuelle qui ne peut pas ne pas être envisagée dès le départ, etc., etc. Donc voilà un terme, comme vous voyez, que Bataille nous propose et qui fait avancer, je crois, le discours analytique. Je vais jusqu'à penser que Bataille, en tant qu'analysant, donc, je dirais que c'est la deuxième main de la psychanalyse. Vous savez, l'expression la deuxième main, c'est quelqu'un qui vient après et qui emprunte. Mais précisément, comme le discours de la psychanalyse ne se transmet pas autrement que dans l'acte et n'arrive pas à être fondé comme un discours scientifique qui pourrait être transmis. La psychanalyse est intransmissible, Lacan l'a martelé, c'est les analysants qui à chaque fois
refondent la psychanalyse, eh bien, cette refondation se fait par la deuxième main, et pour moi, Bataille, c'est le premier analysant qui refonde la psychanalyse jusque dans sa pensée et en nous offrant des termes qui ne sont pas dans Freud, justement. Et l'autre terme que je voudrais monter en épingle, c'est un néologisme. En français, on se demande pourquoi. C'est le mot illusion. Qu'est-ce que c'est que l'illusion? C'est le substantif du verbe éluder, n'est-ce pas? Mais Bataille l'utilise pour désigner ce qui a lieu dans l'enfance lorsque la pudeur s'impose à un sujet. À partir du moment où il cache son corps, et cette pudeur est bien sûr anticipée par la mère qui habille son enfant pour le protéger du froid ou des chocs, mais cette pudeur s'installe à partir du moment où ce qui est caché, ce sont les parties sexuelles, c'est-à-dire le désir. Et l'illusion, c'est essentiellement donc ce qui instaure une vie intérieure. Tout le monde sait que l'autre, sous ses habits, cache un sexe. Comme le dit Alphonse Allais, cette femme, sous sa robe, elle est nue. En effet, ça instaure une vie intérieure dans laquelle on déshabille l'autre. Mais le lien social est fondé sur la condamnation de tout attentat à la pudeur, et en plus cette pudeur est renforcée par la honte d'être nu. Les rêves de nudité sont des rêves typiques analysés par Freud et qui redoublent ce qu'est cette nécessaire illusion de l'objet. Or, c'est quoi la perversion? C'est le désir de dénuder, de ne pas éluder le sexuel par des moyens qui seraient plus ou moins pervers, relevant d'une certaine perversité. Mais vous savez bien que cette perversion des psychanalystes, c'est l'envers de la phobie. En fait, ce qui est instauré par la pudeur, c'est la phobie de l'objet. Le dégoût ou la peur de l'objet. Peur qui devient une peur de la peur. C'est-à-dire que l'autre s'aperçoive que j'ai des mauvaises pensées parce que je pense à son sexe. Voilà ce qu'est au départ la phobie. Or, cette phobie, c'est aussi quelque chose qui était isolé
à la fin du XIXe siècle par le discours psychiatrique, qu'il s'agisse de Kraepelin ou de Legrand du Saule, et ça aurait très bien pu être, il y a un texte de Freud, Obsession et phobie, où on voit qu'il aurait pu fonder le discours analytique sur la phobie plutôt que sur l'hystérie. C'est-à-dire que l'illusion est pour moi une opération aussi importante que le refoulement ou le déni ou la forclusion, qui peuvent venir mais qui sont inconscients, alors que l'illusion est une opération consciente mais qui a des conséquences aussi graves. Or, étant donné ce qu'est devenu la psychanalyse et toute la fétichisation de son discours, je pense qu'il y a lieu de revenir à la phobie et à la mélancolie, bien sûr, qui privilégie la dimension de l'objet, cette fois du côté objet perdu. Mais l'objet est omniprésent dans notre culture. L'objet petit a est un objet absent. L'objet de la pulsion freudienne est un objet substituable. Aujourd'hui, nous avons ça. Et sans ça, nous sommes perdus. N'est-ce pas? Un seul objet peut tout faire. Eh bien, nous sommes dans une civilisation de l'objet. Tout passe par l'objet. Donc, il me paraît, et nous sommes dans une civilisation où la phobie est devenue collective et où la mélancolie est bien partagée. Voilà pourquoi je pense que Bataille est d'une grande actualité dans la mesure où véritablement il peut nous offrir des termes et une nouvelle clinique. Je vais jusque-là, même si, encore une fois, il ne s'est jamais préoccupé de cure, de thérapie. Mais faut-il que la psychanalyse reste embourbée dans la cure et le médical? Est-ce que l'avenir de la psychanalyse, ça n'est pas d'obtenir qu'elle se démédicalise, qu'elle sorte de la nécessité qu'a été Freud, dans laquelle a été Freud, de la rendre utile et de rencontrer, grâce à la psychanalyse, des patients. Disons. Mais est-ce que nos patients sont des patients comme les autres? Enfin voilà toutes les questions soulevées et par le féminin et par cette fétichisation de la psychanalyse dans laquelle nous sommes et dont il faudrait pouvoir sortir. J'ai suffisamment parlé, je crois. Non, c'est toi qui apprécies. En tout cas, merci. Finalement, ton travail rejoint pas mal ce que... C'est une question que... Excuse-moi de te le dire, mais bon, elle a été posée, elle a été soulevée par Lacan dès le début de sa rupture avec l'institution psychanalytique. C'est-à-dire dans le séminaire 11, c'est un passage que j'ai cité une fois, la première leçon, il dit « la psychanalyse va mal ». Et ce qu'il appelait « elle souffre d'un péché originel ».
Alors lui, de sa part, il aurait voulu analyser ce péché original. Bon. Donc toute sa descendance dont tu fais partie, dont je fais partie, oui, nous sommes dans cette absolument, nous héritons. Hein, nous héritons de ça. Alors lui, il avait quand même donné un indice, qui vaut ce qu'il vaut, c'est qu'il y avait chez Freud quelque chose qui n'était pas analysé dans son rapport à son judaïsme. Et moi, il m'a embrayé là-dedans. Et alors, au départ, je personnellement travaillé beaucoup la question du judaïsme. Et puis, à la fin, ces dernières années, je me suis aperçu plutôt que c'est la question de la fraternité que Freud a scotomisée. Et pourtant, elle apparaît dans des textes très instructifs, comme son analyse de la biographie de Goethe, Poésie et vérité. Normalement, un psychanalyste quartier latin, il aurait dit hop, les assiettes jetées par la fenêtre, c'est papa et maman. Il faut dire non, c'est pas papa et maman. Bref. Donc, toi, l'histoire de l'enfant et de la mère, comme tu as soulevé, il y a un psychanalyste, déjà, ça n'a pas bien réussi, c'était Otto Rank. Otto Rank a dit ça suffit avec ces histoires, il faut s'en sortir, et la thérapie qu'il va inaugurer, lui après sa rupture, c'était justement de se dégager de ça. Donc il y a tout un courant là qui existe, qui se rejoint, pas toujours consciemment. Toi tu nous apportes autre chose, que le déclin de la psychanalyse proviendrait d'un refoulement de bataille dans l'œuvre de Lacan. Oui. On ne connaît pas beaucoup Bataille, enfin moi personnellement j'ai... Mais surtout un refoulement plus général encore de la place des analysants. Parce que moi c'est pas Bataille en tant qu'écrivain qui m'intéresse, c'est vraiment le fait que c'est un analysant. Et qu'il offre, qu'il faut prendre ce relais, et que les analysants arrivent à dire et à défendre, à dire ce qu'ils ont fait dans leur analyse, et que ce soit eux qui défendent la psychanalyse, au lieu que ce soit des professionnels sérieux et persuadés d'avoir quelque chose à apporter. C'est les Philistins de la psychanalyse qui prennent cette position. Parce que Lacan, il disait lui-même, toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, je parle devant des gens. Qui c'est l'analyse? C'est eux. Lacan, dans son séminaire que tu as dû assister, il disait, moi je suis qu'un analysant. C'est vous les analysants. Donc il y avait ce renversement, fait partie de l'héritage lacanien. Peut-être l'a-t-on oublié. Moi je dis pas les pharisiens parce que j'aime beaucoup les pharisiens et Lacan aussi d'ailleurs, les aimait beaucoup. Alors on dit les Philistins, pour les Philistins, d'accord, les hypocrites disons, mais je pense que dans l'enseignement qui nous a été transmis, nous sommes en position d'analysant. Au fond l'analyste il est absent, c'est le public, c'est la vie. Mais le psychanalyste sans ses analysants, ou tel de ses analysants, n'est pas psychanalyste, ne peut pas se présenter en public comme ça et parler au nom de... Moi, si je viens ici, je ne suis pas psychanalyste, je suis analysant de Jacques Nassif déjà, et puis de quelques autres, et c'est grâce à eux que je peux peut-être donner une idée de ce que je pratique, mais sans aucun titre et sans me croire utile. Je vais jusque-là. Oui, là tu vas loin quand même. J'espère. Et en tout cas, c'est que les analysants le disent, s'ils veulent. Ah oui, c'est ça. Mais ce qu'ils tirent de leur psychanalyse,
Bien sûr, c'est peut-être de vivre mieux avec leurs symptômes. C'est déjà pas Mais ce qui est déjà pas mal, mais ce n'est absolument pas ma visée ni les moyens que j'utilise. Moi, ce que j'utilise, c'est les mots. C'est jouer avec les mots, c'est le langage, c'est obtenir qu'on me donne du contexte, qu'on me parle en m'expliquant. Et je suis là à ne rien comprendre toute la journée. Donc voilà. En quoi est-ce thérapeutique ça? Il faut le démontrer que c'est thérapeutique, mais que ça peut marcher, mais c'est pas toujours évident. Non. En tous les cas. Mais tu oubliais peut-être quelque chose, un moteur dans tout ça, c'est ton désir. Ah, ça. Sinon, tu ferais pas ce boulot. Bien sûr, par c'est moment, c'est un boulot tellement difficile. C'est un moteur. Il faut se demander pourquoi on se met à cette place. Hein. C'est sûr, tous les matins. J'espère que nous aurons des échanges très nombreux entre les cartels et notre association. D'ailleurs, il y aura 2 conférenciers qui viennent de chez vous. Moi, je suis venu chez vous, il peut y en avoir d'autres. Et donc, bienvenue. Et bonne année.